Bonsoir David Engels, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir de vous recevoir au Cercle Peggy. Je voulais vous m'entretenir avec vous parce que j'ai lu votre livre, donc le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine. Donc c'est un livre qui a été élu meilleur essai en septembre 2015 dans deux pays différents. C'est aussi un livre qui a été édité en 2013 et qui pourtant avait fait certaines prédictions qu'on observe encore aujourd'hui. Et donc j'avais vraiment envie d'en savoir plus, d'approfondir ça. Donc même si c'est quand même un livre qui est très généreux pardon, sur le fond comme sur la forme. Avant de parler de ce déclin de l'Union européenne, je voulais avoir votre vision déjà de ce qu'est l'Europe. Parce qu'on a du mal aussi en tant qu'Européens à savoir ce qu'est vraiment un Européen. Je vous ai entendu dans une interview raconter que un Européen c'est un Faustien, qu'un Européen c'est pas vraiment un Américain, c'est encore autre chose. Est-ce que pour déjà entrer en matière, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est pour vous l'Europe? Oui, c'est déjà une question immense. Alors tout d'abord, merci bien pour l'invitation. Donc c'était un plaisir de contribuer à votre série aussi d'interviews. Donc je me réjouis déjà beaucoup de notre discussion. Alors oui, concernant la question, qu'est-ce que c'est l'Europe ou qu'est-ce que c'est un Européen? Ben moi j'ai une vision assez civilisationnelle de l'histoire. Donc moi je vois moins maintenant la longue histoire depuis l'Antiquité ou les Indo-Européens, mais je vois plutôt vraiment l'histoire comme une somme de différentes grandes civilisations. Et donc l'Europe ou la civilisation européenne en fait très clairement partie. Pour moi, elle ne débute pas avec l'Antiquité, qui pour moi est une civilisation à part, mais plutôt avec les Carolingiens, les Ottoniens, donc en gros avec le début du Moyen Âge. Pour moi, c'est ça le véritable début de notre histoire. Alors certes, nous nous basons sur l'héritage proche-oriental de l'Ancien Testament, sur l'héritage gréco-romain, évidemment sur l'héritage du christianisme primitif et des différents peuples païens, germaniques, slaves, celtiques, etc. Mais pour moi, le véritable début de l'histoire est bien placé vers la fin du premier millénaire après le Christ. Et pour moi, l'Europe, elle est surtout constituée, comme vous le disiez justement, dans son cœur par cet élan faustien, c'est-à-dire cette recherche d'infini, de transgression de toutes les limites, de découverte de ce qu'il y a au-delà de l'horizon. Et pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui est typique pour toutes les grandes civilisations. C'est sûr que l'ambition, la curiosité, etc., c'est une constante anthropomorphique, c'est sûr, ou plutôt anthropologique. Mais pour moi, cet élan faustien, donc cette recherche vraiment effrénée, obsessionnelle presque de ce qui est au-delà de ce qu'on est censé savoir, cette hybris, pour moi, elle est vraiment typiquement européenne, en bien comme en mal. D'ailleurs, il faut bien se rendre compte que chaque grande civilisation, elle poursuit comme ça son archétype très individuel. Et il ne s'agit pas maintenant de comparer ou plutôt de classifier les civilisations en plus haut ou moins haut. C'est pas quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup, ni maintenant en bien ou en mal. J'ai l'impression que chaque grande civilisation, elle a ses points forts, ses points faibles, les choses dont elle peut être fière et les choses dont elle peut être moins fière. Et donc aussi cet élan faustien, pour moi, bah, il nous a offert les cathédrales et les gratte-ciels, nous a offert l'intériorité chrétienne, et nous a offert le matérialisme plat de la société de consommation. Mais les deux étant donc marqués par cet élan vers ce qui est normalement interdit, ou en tout cas au-delà de ce qui devrait être accessible à l'homme. Alors vous avez posé la question aussi des États-Unis, et de ce qui unit finalement l'Europe et les États-Unis. Ben, je dirais que on est très clairement dans une et même civilisation. C'est très clair. Les États-Unis sont issus de notre civilisation européenne, mais bon, on a d'abord, d'un point de vue purement pragmatique, politique, on est situé sur des continents très
très différents maintenant. On a des intérêts géostratégiques relativement différenciés désormais. Puis, on pourrait dire que les États-Unis, à la limite, sont des hommes faustiens, ou plutôt sont presque une caricature de l'homme faustien, c'est-à-dire tout ce que nous avons déjà appris à comment dire, à ne plus trop prendre au sérieux ou à ne plus vouloir véritablement accepter dans notre héritage, ben, dans les États-Unis, cela reste encore un sentiment privilégié. On pourrait dire que d'un certain point de vue, les États-Unis sont un peu en arrière sur nous. Nous, on est déjà devenus plus relativistes, plus cyniques, on n'y croit plus vraiment. Le progrès, ça ne fait plus vraiment résonner des cordes en notre cœur. La plupart des idéaux, on en est devenu un peu là, alors que dans les États-Unis, bah, ces choses-là veulent dire encore quelque chose de nettement plus fort que chez nous. Dernier point, juste pour aussi ne pas trop ancrer la question de l'identité européenne dans le pur binôme États-Unis et Europe, c'est que voilà, il y a évidemment d'autres parties du monde aussi que je considérerais comme très clairement faisant partie de la civilisation européenne. Je crois qu'en grande partie, l'Amérique latine en fait clairement partie, comme étant même européenne depuis plus longtemps encore que les États-Unis, en grande partie, hein, vu que la colonisation espagnole, portugaise a commencé plus tôt. N'oublions pas non plus l'Afrique du Sud, n'oublions pas non plus l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Tout cela, en tout cas, de mon point de vue, fait certainement partie de cette grande famille qu'est la civilisation européenne, mais qui sait de plus en plus distinguer finalement les uns des autres. Vous expliquez dans votre livre que pour rester sur les États-Unis, la religion est liée aux politiques et fondamentale. Les États-Unis, ils ont cette affirmation de leur foi. On a des présidents qui peuvent avoir des propos religieux qui n'arrivent jamais en France. Est-ce que c'est pour ça que ils sont peut-être moins justement dans en déclin en fait tout simplement? Est-ce que ils semblent moins être touchés par ce qui arrive en France, ce vieillissement entre guillemets. Mais est-ce que c'est lié en fait à ce rapport à la foi qu'ont les États-Unis, qui est différent des Européens, C'est enfin des certainement Européens? un aspect, oui, tout à fait, c'est certainement un aspect extrêmement important. Chaque civilisation naît d'une vision essentiellement religieuse de son identité. Chez nous, ça a été le christianisme romain. Dans l'Antiquité, ça a été le paganisme gréco-romain classique. Euh, chez, euh, chez Chine, par exemple, bah, ça a été le culte des ancêtres, certaines formes de chamanisme, etc. Donc, donc voilà, à l'origine de chaque civilisation se trouve une vision unique de la transcendance, de la divinité, et de ce que cela implique forcément pour la vision de la nature, de l'homme, de l'immortalité de l'âme, de notre rapport autrui. Tout cela est lié. Donc chaque civilisation, j'en suis persuadé, traverse d'abord une première phase où elle est encore très marquée par un certain holisme, c'est-à-dire que tout fait partie d'un tout. On a une vraie vision vraiment unicitaire du monde où toute l'organisation sociale, la vie individuelle, la vie politique, la vie artistique découle finalement d'un même principe religieux. Et puis alors à chaque fois, on a une deuxième phase dans l'histoire de chaque civilisation, on a l'inverse plutôt, où on a un genre d'antithèse, où c'est plutôt l'homme qui est au centre, non pas Dieu, où c'est plutôt la science plus que la théologie, où c'est plutôt l'expansion et la matière plutôt que l'intériorité qui prime. Et voilà, dans ce mouvement-là, nous, on est probablement aussi plus loin, plus avancé, si on veut, que les États-Unis, c'est-à-dire que l'Europe s'est en grande partie détachée de ses racines religieuses. La France est évidemment, avec l'Angleterre, l'un des exemples les plus marquants de ça. Hein. Depuis la Révolution française, on est vraiment non seulement dans une neutralité religieuse, mais plutôt dans une opposition idéologique à tout phénomène religieux, plutôt surtout le christianisme évidemment. D'autres pays européens sont peut-être un peu moins
loin avancées dans ce mouvement-là. La Pologne, par exemple, où je me trouve actuellement, reste un pays avec beaucoup de traces catholiques. On a très clairement un déclin ici aussi, mais voilà, ce n'est pas du tout comparable à ce qu'on connaît en France. Donc oui, en Europe, on a vraiment comment dire, un rejet presque total du christianisme actuellement, qui est probablement aussi le phénomène des deux, trois dernières générations que les historiens futurs vont le plus retenir. Et puis on a les États-Unis où en effet on a une attitude légèrement différente. On a même dans certains milieux de gauche, ou en tout cas disons plutôt de la mouvance démocratique sur l'échiquier politique, une attitude, disons, du moins plus culturellement chrétien. Donc, disons, le christianisme culturel comme étant une forme de patriotisme a survécu d'une manière beaucoup plus disons, simple que chez nous. Faut pas oublier évidemment non plus que voilà les pères fondateurs des États-Unis viennent évidemment de puritains rejetés, que le protestantisme joue un très grand rôle dans la constitution idéologique des États-Unis, que le Manifest Destiny est évidemment aussi quelque chose qui est très ancré dans la mentalité américaine, et donc la référence, disons, positive à la croyance est certainement une grande différence avec nos démocraties européennes. Maintenant, il ne faut pas non plus se leurrer. On est dans quelque chose, j'ose dire, de relativement superficiel, où finalement une certaine allégeance, disons au moins rhétorique à Dieu, à la Bible, à la Nouvelle Jérusalem, etc., fait partie disons, d'une certaine rhétorique patriotique qu'il ne faut pas non plus nécessairement prendre maintenant comme un aveu éclatant d'une très grande intériorité. Donc là aussi, on pourrait se dire que le christianisme patriotique tel qu'on a pu encore le connaître en grande partie après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans certains pays européens, est encore plus vivant dans certains milieux des États-Unis, mais là aussi se trouve dans un certain déclin, c'est très visible. Je voulais aussi, au-delà de la religion, je voulais aussi parler du modèle familial. Vous vous arrêtez longtemps dessus dans votre livre. Heu, la famille nucléaire aujourd'hui, elle est parfois diabolisée, presque. Elle existe de moins en moins. Pourquoi? Est-ce que c'est en quoi c'est un symptôme du déclin de l'Europe? Et pourquoi on lui en veut, finalement, à cette famille nucléaire? Mhm. Bah, c'est-à-dire là aussi, on gagne beaucoup à faire ce que je n'ai pas fait maintenant lors de la réponse précédente, c'est-à-dire de faire référence explicite à Rome, vu que le livre auquel vous fait allusion, c'est-à-dire le déclin, est basé en grande partie sur l'aller-retour, si on veut, de la situation politique de l'Europe quand je l'ai écrit, 2013, 2014, et la situation de la République romaine tardive, c'est-à-dire au premier siècle avant le Christ. C'est un peu ça le moment de la République tardive, avec des personnages comme Sylla, Cicéron, Pompée, César à la fin, qui me semble vraiment le plus évident en tant que point de comparaison. Et donc, bon, ça mènerait trop loin, mais même d'un point de vue de la crise de la religion établie, religion républicaine traditionnelle, et celle du christianisme actuel, on pourrait tirer beaucoup de conclusions pour comprendre que cette crise du religieux n'est pas un accident de parcours, mais est bien quelque chose qui caractérise la fin de chaque grande civilisation, si on veut. Enfin, pas la fin nécessairement, en tout cas, la fin de cette phase antithétique qui se trouve qui est la deuxième moitié, si on veut dire, de cette histoire-là, juste avant genre de phase de synthèse, comme on le trouve dans l'Empire d'Auguste à Rome, et comme j'imagine que nous allons le vivre également dans la prochaine génération pour l'Europe. Maintenant, pour revenir à la famille, justement, là aussi, la comparaison, elle est très intéressante parce que nous voyons que souvent en Europe,
on voit ce déclin démographique, cette décomposition de la famille classique, ce taux de divorce qui était extrêmement haut et qui maintenant est juste plus bas parce que plus personne ne se marie aussi, le phénomène de famille recomposée, etc. Tout ça n'est pas vraiment tout à fait nouveau. Tout ça n'est pas dû maintenant à des moyens de contraception, c'est pas dû maintenant à des médias de masse qui n'auraient jamais existé avant dans l'histoire. En fait, on trouve à la fin de chaque civilisation, notamment dans la République romaine tardive aussi, des symptômes très similaires, où on voit aussi qu'au moins dans l'élite romaine, on a un déclin démographique qui est constaté par des douzaines d'auteurs contemporains. On sait très bien que là aussi, l'éclatement des familles traditionnelles est tellement grave qu'Auguste, plus tard, doit vraiment mettre en avant des lois maritales extrêmement sévères pour essayer de nouveau de former presque artificiellement des familles et obliger les gens à avoir des enfants. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez similaire et qui est dû voilà, à un certain apogée de l'individualisme, d'une civilisation qui justement s'est détournée de cette vision unicitaire où la vie familiale, la vie dans une certaine patrie, la vie dans l'église, la vie dans l'art, la vie dans le métier, tout ça fait partie d'un et même tout, d'un même devoir presque par rapport à Dieu. Et bien à partir du moment où tout cela se dissout, il ne reste plus que l'individu cru. Hein, et bon, on a une phase d'humanisme presque tragique, partiellement héroïque, qui est encore alimentée par des résidus de tradition chrétienne qui lui confèrent un certain caractère, une certaine caractéristique encore noble pendant quelques siècles. Et alors là, aujourd'hui, vu que les tout derniers résidus de la tradition ancestrale a véritablement disparu, eh bien, cet individualisme se montre d'une manière extrêmement crue et se manifeste aussi dans l'incapacité de fonder des familles, de maintenir des familles, de véritablement se projeter dans sa propre descendance, de sacrifier de son propre temps pour justement l'investir dans l'amour de ses propres enfants et d'essayer de les amener dans un certain partage, de faire passer aussi un héritage d'une génération à la prochaine. Tout cela n'est plus, comment dire, n'a plus de base. Toute notre civilisation, désormais, elle est construite dans un genre de marécage ou de sable mouvement où tout finalement s'enfonce. Et cela explique très bien pourquoi à la fois nous et la République romaine tardive, et on pourrait dire des choses similaires aussi sur d'autres civilisations, passe par des phases de ce style-là et pourquoi aussi il est très difficile, voire impossible, d'y changer véritablement quelque chose, car quand vous jetez un regard voilà, en Hongrie, par exemple, dans la politique de Viktor Orban, qui a vraiment mis presque une fortune dans le fait de favoriser de nouveau la natalité hongroise, on voit bien qu'il y a un échec total de changer quoi que ce soit. Et puis il y a aussi cette quête, sans fin d'un épanouissement, personnel. Il y a pas uniquement l'individualisme qui pose problème, ça aussi vous en parlez dans le livre. Il y a aussi une forme d'égoïsme. Les individus sont devenus un peu, ne pensent qu'à leur plaisir finalement. C'est une quête sans cesse de plaisir matériel en plus, peut-être superficiel. Est-ce que ça aussi ça complète finalement cet individualisme et c'est un frein en fait au fait de créer en fait finalement de nouvelles, familles, nucléaires. Et puis il y a aussi je pense qu'aussi les gens n'ont pas forcément envie de fonder une famille nucléaire parce que, elle n'est plus, entre guillemets «à la mode». Vous voyez? Elle ne correspond plus à des valeurs, heu, nobles aujourd'hui, enfin vendues comme nobles. Heu, voilà. Est-ce que cet épanouissement personnel finalement c'est aussi un frein en fait, Oui, à une, natalité, une natalité? tout à fait, absolument. Maintenant, il faut dire que la quête d'un certain épanouissement
personnelle est tout à fait normale, justifiée, est une quête noble. Justement, ça fait partie de notre mission, presque en tant qu'être humain, de ne pas nous satisfaire, de vouloir aller plus loin, de vouloir épuiser toute une série de possibilités, de nous développer pour que tout ce que nous possédons en potence, si on veut dire, en tant que possibilité, puisse véritablement se réaliser. Ça fait partie de notre justement de notre but en tant qu'être humain. Maintenant, la différence, c'est que évidemment, dans des périodes saines, si j'ose dire, de l'histoire, ce développement-là, il est surtout dirigé vers l'intérieur. C'est une quête d'intériorité, c'est une quête de devenir ce qu'on est véritablement. C'est une quête de trouver Dieu, la divinité. Les divinités, ça dépend d'une civilisation à l'autre, mais en tout cas de quelque part trouver en soi-même ce qui est véritablement durable, de ce qui est éternel, d'essayer d'arriver au terme aussi des grandes questions. Quel est le but de notre vie? Est-ce que ce but-là se trouve justement en dehors de cette existence-ci, etc., etc. Et de là découle évidemment l'acceptation aussi de notre corporalité, l'acceptation du fait qu'on a été créé avec un certain but, avec un certain devoir, qu'on a un rôle à jouer dans cette création, que non seulement notre corps, mais aussi la famille dans laquelle on a été placé, le paysage dans lequel on a été mis, le cadre professionnel ou social dans lequel on a été mis, bah, tout ça quelque part a un sens pour l'être humain, en tout cas, qui croit en la divinité. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on doit rentrer dans un genre de fatalisme, hein, mais en tout cas qu'on part d'abord sur une certaine acceptation de ce qu'on est pour développer cela selon les différents paramètres de la vision du monde de cette civilisation naissante. Maintenant, chez nous, tout cela a disparu, c'est-à-dire peu de gens sont véritablement encore convaincus qu'il y a une existence après la mort. L'humain a été absolument mythifié, si on veut dire, et juste considéré comme un genre d'amas de cellules, fruit d'une évolution darwinienne, pur fruit du hasard, pure matière. Donc, qu'est-ce qui reste dans l'existence? Pourquoi est-ce qu'il faudrait encore avoir des enfants? Pourquoi est-ce qu'il faudrait rester fidèle? Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire le bien? Pourquoi est-ce qu'il faudrait aimer ce prochain qui souvent est tellement peu aimable? Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'investir dans une civilisation qu'on n'a pas choisie soi-même? Pourquoi est-ce qu'il faut accepter ce corps? Pourquoi est-ce qu'il faut pas le refaire totalement et se réveiller, enfin se définir aujourd'hui comme homme ou demain comme femme? En effet, et ces questions-là, les questions du wokisme, sont tout à fait logiques et légitimes dans le cadre d'un monde qui n'a plus d'attache véritablement avec la transcendance. À partir du moment où cela tombe, tout le reste, tôt ou tard, va suivre. Pas immédiatement, parce qu'il y a, comme je disais, des résidus de tradition qui meurent très lentement, mais arrive tôt ou tard le moment où il n'y a plus grand-chose qui reste, et alors on arrive en effet dans un monde où l'épanouissement signifie uniquement l'amassement d'autant de plaisir et de richesse que possible pour un laps de temps aussi longtemps que possible, avec l'idée d'en laisser aussi peu que possible à d'autres générations pour avoir profité au maximum de ce bien-être purement matériel. Et bon, c'est la mort de la famille, c'est la mort de la tradition, c'est la mort de la civilisation, c'est la mort de l'histoire, et à la fin, c'est la mort aussi de l'humanisme, parce qu'à partir de ce moment-là, pourquoi encore finalement respecter un autre être humain, vu qu'il y a finalement que le solipsisme de l'individu qui essaie de profiter. Et c'est ça l'impasse dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Et je crois que nous nous trouvons à l'apogée de ce moment-là, où finalement, et ça c'est peut-être le côté un peu plus positif dont j'ai parlé dans mon livre récent, à défendre l'Europe civilisationnelle, qu'on arrive à un moment maintenant où finalement l'humanisme, dans le sens négatif que je lui donne, est en train de se mener à l'absurde, et que de plus en plus de gens se disent dès lors,
Qu'est-ce que ça veut dire encore? Démocratie, progrès, humanisme, diversité, tolérance. Il n'y a plus personne qui croit en quoi que ce soit désormais, mais ça a un avantage dans le sens que il y a de plus en plus, surtout de jeunes, qui sont à la recherche d'une véritable, je crois, d'une véritable base sur laquelle construire à nouveau leur vie. Et je crois que cela pourrait devenir aussi dans le genre de revirement augustéen que je prédis aussi dans le livre Le Déclin, en effet la base idéologique pour un certain retour, peut-être superficiel, peut-être trop rationnel et pas nécessairement véritablement instinctif, mais quand même un certain retour à la tradition. Et aussi, est-ce qu'il y a des pays qui résistent à ce déclin ou qui résistent plus que d'autres en Europe? J'avais le sentiment, moi, en tant que Française, que les Français étaient un peu plus résistants que les autres. Mais c'est peut-être une impression aussi hein, subjective. Est-ce qu'il y a des pays qui luttent contre ça? Oui, oui, ouais, c'était une excellente question. D'ailleurs, à l'époque, je crois que j'ai donné la mauvaise réponse. J'habitais en Belgique et aux alentours de 2018, 2017, j'avais vraiment tout à fait marre de cette impression de déclin, de morosité, de morbidité, de à la fois économique, mais aussi culturelle, politique, etc. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais décidé d'émigrer en Pologne, où je me trouve pour le moment, ici à Varsovie. Et c'est vrai que les quelques années que j'ai passées ici étaient assez agréables dans le sens qu'on a l'impression, ici en Pologne, de vivre un peu dans le prolongement des années 90 françaises, juste avec Internet. En gros, ici en Pologne. Donc, en gros, tout le monde, pour être vraiment très simple, voire vulgaire, mais tout le monde est blanc, tout le monde est classe moyenne, tout le monde est chrétien, les rues sont propres, les gens sont relativement polis et les trains sont en l'heure. Donc, c'est vraiment le genre comment dire, oui, d'image d'Épinal d'une Europe qui fonctionne. Mais malheureusement, j'ai vu quand même durant ces dernières années que ça s'est dégradé assez rapidement. La Pologne va de mieux en mieux économiquement. C'est un plaisir d'un côté de voir ça, de voir un pays dans lequel on ouvre des magasins au lieu de les fermer, comme en Belgique d'où je viens, enfin en Belgique francophone en tout cas. Mais en même temps, on voit quand même très clairement que tous les indicateurs de déclin sont là. Je crois que la femme polonaise, elle a 1,16 enfants. C'est le niveau le plus bas ou presque le plus bas de l'Europe. Le catholicisme ici est en déclin très clairement. Bon, c'est toujours beaucoup mieux qu'en France, mais on voit vraiment que on est sur la pente descendante. Moi, j'ai enseigné quelques années quand même ici dans une université. J'ai vu que franchement, la plupart des jeunes avec lesquels j'avais affaire étaient aussi occidentalisés dans le mauvais sens que en Belgique ou en Allemagne ou en France. Netflix est omniprésent et TikTok et tout ce que cela peut transporter. Et puis politiquement, on a très bien vu que la Pologne a fait le choix, en tout cas a été obligée aussi par l'Union européenne et par l'Allemagne et la France de faire le choix plutôt pour la gauche politique que pour la droite politique. Et ce que moi j'ai constaté, et ça répond certainement aussi à la question, c'est que pendant toutes ces années que j'ai été ici, j'ai essayé d'expliquer aux gens autour de moi pourquoi j'avais quitté mon pays, ce qu'ils ne comprenaient pas, hein, d'écrire un peu comment était la réalité de tous les jours en Belgique, en France également, que je connais quand même assez bien. Et en fait, on m'a pas cru. Même les gens de droite ne le croyaient pas vraiment. Ils aimaient bien entendre qu'évidemment la Pologne allait mieux que le reste, et puis la peur de l'immigration de masse et tout ça, c'est évidemment des choses qu'ils utilisent aussi rhétoriquement. Au fond, fondamentalement, ils n'y croient pas parce que c'est tellement inimaginable que pour eux, ça reste très étranger. Donc, quand je leur dis, bah, je viens d'une ville où, en gros, je vais au marché, je suis avec ma famille à peu près, ou enfin, j'étais
en Belgique, à peu près le seul Belge de souche, pour ainsi dire, au milieu de milliers de personnes qui viennent soit du monde musulman, soit du monde africain. Mais on m'a toujours dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est exagère, c'est une exception, et ce genre de choses-là. Donc les Polonais n'ont pas compris. Je crois que jusqu'à maintenant, beaucoup ne comprennent pas le chemin vers lequel ils vont. Je crois que le gouvernement précédent finalement n'a pas vraiment compris l'importance de la lutte culturelle, qui est beaucoup plus importante que la lutte économique, politique, sociale, etc. Et c'est l'une des raisons de leur échec. Et je crains très fortement que la Hongrie, tôt ou tard, ira le même chemin, parce que quand on va en Hongrie, on voit les prémices de la même évolution. Oui, politiquement, on a le système Orban qui s'est installé et qui est, je crois, beaucoup mieux ancré dans les institutions que le système Kaczynski ici en Pologne, mais il reste une fragilité identitaire chez les Hongrois, je crois, qui est très forte par le biais que, enfin, dans le sens que on ne sait pas imaginer véritablement ce que nous, en France ou en Belgique, on a traversé ces dernières décennies, et c'est pour ça qu'ils le répètent d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça aussi que je vous donne tout à fait raison que la France, c'est pour ça que ces dernières années, j'adore encore plus d'aller en France, parce que je vois que c'est d'un côté un pays qui est totalement au bout du rouleau, qui a atteint, enfin pas encore totalement, mais le chemin est encore là, mais qui a atteint le fond, presque, si on veut dire, de la déconstruction, de l'autodestruction, mais qui pour cela est en train de générer toute une série d'initiatives, de formes de résistance, d'associations, d'écoles, d'institutions, d'académies, de partis politiques, de médias, de journaux. Bon, ça reste toujours, je crains, anecdotique par rapport au poids à la fois de l'immigration de masse et de la gauche, mais c'est là. Il y a un genre de prise de conscience identitaire en France, chez beaucoup de jeunes, qui s'organisent, et cette prise de conscience identitaire, je la vois beaucoup moins dans d'autres pays. Dans l'Est de l'Europe, c'est inexistant. En Allemagne, pour des raisons politiques, il n'y a pas grand-chose, ou en tout cas ça prend un sens qui est beaucoup moins traditionnaliste et qui est plutôt partiellement un peu folkish, partiellement plutôt libéral, athée, etc. En Angleterre, un genre de sursaut identitaire, traditionnaliste est absolument absent. Alors oui, je crois que l'Italie a quelques mouvements dans ce style-là, déjà l'Espagne un peu moins, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que la France, de ce point de vue-là, est vraiment en avant, en avance. D'un côté, on avance dans le déclin, malheureusement, mais aussi en avance dans un certain revirement. Et j'avoue que je crois que s'il y a, s'il y a un véritable changement fondamental, pas juste un petit revirement politique pendant 2, 3 années, mais vraiment un revirement identitaire fondamental en Europe viendra d'un pays, je crois que ce revirement viendra de la France. Et on parle de déclin, mais enfin, quand on vit en France et quand on observe ces réalités que vous décrivez, et qu'on connaît le potentiel de la France, hein, et toutes ses forces, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un déclin ou est-ce que c'est pas plutôt un suicide? Parce que finalement la France ne s'aime pas beaucoup, il faut le dire, hein. La France, culpabilise, la France a honte d'elle, elle a honte de ses racines. La France ne veut plus affirmer son pouvoir, hein, que ce soit avec, des pays, faibles, enfin faibles comparés à la France comme l'Algérie, qui lui marchent dessus ou des pays forts, plus forts, hein, comme les États-Unis, enfin la France, voilà, n'a plus envie de vivre. On a le sentiment qu'elle n'a plus envie de vivre. Est-ce que c'est vraiment un déclin ou est-ce que c'est pas plutôt un laisser mourir? Est-ce que la France ne se laisse pas mourir finalement? Je crois qu'à la fin de chaque civilisation, il y a cet aspect-là de suicide, parce qu'aussi toutes les choses dont on a parlé dans la première partie de notre discussion mènent vers là, hein, disons, ce pur matérialisme, cet hédonisme reste juste une façon de moins en moins euh,
satisfaisante de combler un vide. Et plus un pays ou une civilisation s'enfonce dans le pur matérialisme, et plus les façons de combler ce matérialisme comment dire, ne sont plus satisfaisantes. C'est une fuite par rapport à la question principale de la vie, qui est la question de la mort, qu'on n'ose plus poser, à laquelle on n'ose plus donner des réponses. Donc on essaye de remplir le vide par beaucoup de bruit, beaucoup de faux plaisirs. On essaye de repousser cette échéance, on essaye de repousser cette idée, mais on reste justement dans quelque chose que Jean-Paul II avait appelé à juste titre la culture de la mort, hein, la civilisation de la mort, et c'est vraiment ça. Ça peut paraître pour certaines personnes, ça pourrait paraître ridicule vu qu'on est dans une société qui prône l'éternelle jeunesse, la musique à tue-tête, l'argent, le sexe, les vacances, le soleil, etc. Donc ça donne cette impression frénétique presque d'une civilisation jeune, dynamique, etc. Mais la réalité, elle est évidemment tout autre. Tout ça, c'est du bruit pour combler le silence qui fait peur. Et donc de ce point de vue-là, oui, c'est un suicide collectif. De toute façon, les grandes civilisations, enfin c'est une banalité de dire ça, évidemment ne sont pas tuées de l'extérieur, mais se suicident. Donc c'est ce qui est en train de se faire un peu partout dans l'Occident. Et c'est sûr aussi que notre civilisation européenne, elle est mortelle. Elle va mourir. Tout comme nous allons tous mourir, tout comme chaque grande idée meurt à un moment ou à un autre. Donc, je veux dire, nous sommes tous soumis quelque part à la contingence et à notre propre matérialité, si on veut. Et donc, pour les civilisations, c'est la même chose. C'est même ni bon ni mauvais. Ça fait partie de l'évolution d'une civilisation. Moi, j'ai évidemment toujours cet espoir que maintenant, au moment crucial, on est en train de s'autodétruire, qu'on trouvera quand même la force d'un genre de dernier moment de synthèse civilisationnelle, rétrospective, augustéenne, qui essaye de revenir d'une manière du moins rationnelle à la tradition pour donner un sens final à l'entièreté de notre évolution, tout comme l'Empire romain a finalement donné son sens rétrospectif à l'histoire millénaire de l'Antiquité classique. Donc je crois qu'un tel moment final qui sera aussi en même temps le début d'une certaine fossilisation ou canonisation, nous attend aussi. Je crois que ce n'est même pas nécessairement une mauvaise chose. Ça fait partie de la vie d'une civilisation, tout comme la vieillesse fait partie de la vie d'un être humain. En fait, si on veut un peu, si on veut pousser la comparaison d'une manière un peu abusive, on pourrait dire que là, on est dans les derniers soubresauts d'un âge adulte qui ne veut pas réaliser sa mort, qui essaye de se comporter à une soixantaine d'années comme s'il en avait 20 pour rattraper tous les retards, qui avec cela, évidemment, est en train plutôt de se ruiner sa santé et de tout détruire qu'il a pu construire. Et notre espoir resterait qu'à un moment ou à un autre, peut-être après une grosse crise de santé, pour rester dans cette image-là, la civilisation se rendra compte finalement de ses propres limites et accepterait d'une certaine manière une vieillesse qui pourrait alors être de nouveau une vieillesse plutôt de la sagesse rétrospective, du fait de donner un certain sens à son évolution, de voir, OK, qu'est-ce qui, dans les 60, 70 dernières années de ma vie, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif, qu'est-ce qui a mené où, arrondir les choses, les transmettre, etc. Donc, je crois que c'est une phase de ce style-là qu'on a encore devant nous, et je crois que c'est une bonne chose, car une telle phase peut avoir une énorme importance pour des civilisations futures qui pourront peut-être aussi bénéficier de notre propre enseignement, tout comme nous, on a bénéficié des Grecs et des Romains. Donc, je crois que c'est encore ça qu'on puisse avoir devant nous. Mais pour ça, il faut évidemment y arriver, il faut lutter. Et ce qui est sûr, c'est que cette lutte ne sera pas un soubresaut collectif. Je crois que la majeure partie des Européens
et donc aussi des Français, hélas, est déjà vit déjà en dehors de l'histoire avec un grand H. Pour eux, déjà cette idée de la fin de l'histoire, où finalement on végète plutôt qu'en vit, où on maintient un certain système sans véritablement le façonner, le créer, le faire avancer. Bref, un genre de, si j'oserais dire, d'existence un peu parasitique, sera l'apanage de la majeure partie des Européens. Et je crois que c'est déjà, enfin, j'espère que les auditeurs ne m'en voudront pas, mais dans beaucoup d'universités où j'ai enseigné jusqu'à maintenant, le nombre d'étudiants qui étaient vraiment là, qui étaient vraiment ancrés dans, je parle pas de la matière, mais ancrés dans leur histoire, dans une certaine tradition, qui se voyaient eux-mêmes comme ayant une certaine responsabilité historique, comme ayant accepté quelque part l'héritage de leurs ancêtres et qui avaient quelque part cet amour de leur propre civilisation qu'ils veulent transmettre à autrui, bah, le nombre de ces jeunes-là est extrêmement restreint. La plupart sont pas des mauvaises personnes, mais veulent s'amuser, veulent voilà bénéficier de ceci ou cela. Et quand on leur parle de l'Europe, de la civilisation occidentale, du christianisme, de la nation, de la France, de la chrétienté, de la notion d'empire européen, ce genre de choses, ça ne leur dit plus rien du tout et ça ne les intéresse pas parce qu'ils sont déjà au-delà de ça, ils vivent déjà dans un genre de post-histoire. Et donc je crains que Ou alors, ces personnes-là, on ne pourra plus les récupérer. non, excusez-moi, mais oui, je pense aussi que il y en a certains qui en ont conscience, mais qui justement savent que ça impliquerait un sacrifice de leur part, que d'avoir conscience de ce déclin, parce que la génération à laquelle on appartient, vous et moi à peu près, enfin voilà, en tout cas je pense que voilà, on a en quelque sorte une sorte de mission. On doit se sacrifier du temps, de l'énergie, nos vies en fait finalement pour mener un combat, pour peut-être pour lutter contre ce déclin en fait qu'on n'a pas envie de voir arriver. Le Absolument. suicide, hein, enfin vous avez dit que le suicide fait partie du processus du déclin. Les Français qui ont pas envie de se suicider tout simplement se sacrifient d'une certaine manière. Et donc peut-être qu'il y a aussi des Français, des Européens qui ont conscience de la disparition de l'Europe, mais qui ne veulent pas tout simplement faire ce sacrifice hein, qui est quand même assez important. Je parle pas forcément d'un sacrifice absolu, mais voilà, c'est de l'énergie, du temps, parfois des gens qui vont s'engager et voir des opportunités dans le milieu professionnel se voir voilà annulées. Enfin, c'est quand même ça demande un peu de courage. Et donc c'est peut-être aussi pour la raison pour laquelle il y a des jeunes qui ne s'engagent pas et qui se laissent aussi aller dans ce déclin. Je voulais aussi rebondir sur ce que vous avez écrit sur le populisme. On a eu l'occasion de recevoir un invité qui décrivait les processus du populisme euh, en France et en Suède et qui expliquait que c'était le symptôme d'une crise de la démocratie. Euh, pour lui, les partis populistes vont avoir du succès. Enfin, pour lui, il voit les partis populistes, voilà, gagner à l'avenir. Je caricature un peu ce qu'il a dit, mais c'est un petit peu ça. Vous, non. Si je vous ai bien lu, vous expliquez que le populisme, les populistes ne peuvent pas rencontrer de succès. C'est pas possible. Pourquoi vous ne voyez pas les partis populistes comme ceux de, par exemple, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, hein, parce qu'il y a plusieurs populismes. Pourquoi vous ne les voyez pas gagner en Europe? Euh, Bah, c'est-à-dire basé sur ma vision comparatiste de l'histoire. On a évidemment aussi dans la République romaine tardive des mouvements populistes, hein, les fameux populares. Bon, ce ne sont pas des partis politiques absolument identiques à ce qu'on a aujourd'hui, mais en tout cas la tendance, elle est relativement
similaires. D'un côté, nous avons chez les populares un constat de société qui est généralement très juste, et les populares sont aussi parmi les seuls à vraiment mettre le doigt dans la blessure, hein, et qui montrent vraiment où se trouvent les problèmes. Maintenant, le problème chez les populares, et je crains que ce soit souvent le cas chez les soi-disant populistes, parce que bon, ce mot, il recouvre une variété énorme aussi de différentes familles politiques. Le problème, c'est que les réponses restent généralement peu satisfaisantes, voire naïves. La plupart des partis dits populistes, surtout de droite, n'ont pas une idéologie très proche, très claire. Quand vous regardez dans les familles politiques, dans le Parlement européen, à la droite, ben, vous avez à la fois des patriotes européens euh, qui ont ce sentiment plutôt civilisationnel, de civilisation européenne, identitaire, mais vous avez aussi des souverainistes qui disent que c'est l'État-nation qui est la seule véritable réponse à toutes les questions et que l'Europe, finalement, ça n'existe pas. Vous avez dans la droite populiste des gens qui sont plutôt vraiment chrétiens, souvent chrétiens traditionnalistes d'ailleurs, et puis vous avez des gens qui parlent de république, de laïcité et qui veulent battre l'islam, non pas au nom du christianisme, mais de la liberté, de la civilisation LGBT, par exemple. Vous avez dans la droite populiste des gens qui sont des ultra-libéraux, d'un côté, d'autres qui sont beaucoup plus à gauche, encore d'autres qui suivent l'enseignement social de l'Église. Donc c'est un faisceau idéologique extrêmement varié avec des réponses très diffus qui en général se résument, hélas, à être contre ce qui se passe actuellement, et c'est très bien, il faut ça. Mais quand on dit mais qu'est-ce qu'on veut à la place? Là, ça reste très vague. Est-ce qu'on veut juste revenir à la France de papa des années 80? Est-ce qu'on veut revenir à la France de l'État-nation du 19e siècle? Est-ce qu'on veut revenir encore plus en arrière, plutôt à l'ancien régime pour se débarrasser de tout le poids de de la Révolution? Est-ce qu'on veut plutôt une approche napoléonienne? Enfin bref, il y a tellement de réponses très différentes. C'est pour ça que la France n'est pas le seul pays dans ce cas-là. Vous avez cette dispute-là chez les Allemands, chez les Italiens, chez les Polonais, etc. Et donc il n'y a pas une référence unifiée. Et tant qu'il n'y aura pas de réponse unifiée à ces grandes questions-là, tant qu'il n'y aura pas une véritable idéologie capable de rivaliser avec les woke, je crains que une véritable victoire politique d'abord soit impossible, et même si elle était impossible, qu'elle ne serve pas à grand-chose. Mais c'est pas pour autant que le populisme n'aurait pas de sens. Au contraire, je crois que le populisme aura à ça d'utile que d'abord il est le seul mouvement qui a le courage de pointer les mensonges du wokisme, de parler du déclin de notre civilisation, alors que les autres ne le font pas. Donc il y a un devoir de vérité que le populisme remplit, qui est très important. Et puis le populisme joue finalement aussi un rôle de catalyseur dans la déconstruction de notre système politique. Alors, je doute que le populisme puisse véritablement jouer le rôle constructif de construire quelque chose de nouveau, même s'il le veut, peut-être, mais plutôt qu'il va contribuer à la destruction de ce que nous avons. Et cette destruction, elle est probablement nécessaire. En fait, ce qui moi, me choque très souvent dans beaucoup de partis populistes, c'est que j'ai l'impression que c'est les derniers démocrates, en fait. Alors que les soi-disant démocrates du centre ou de la gauche sont déjà extrêmement cyniques, sont déjà dans une approche très autoritaire de l'utilisation des médias, des institutions, etc., pour se maintenir au pouvoir. Donc le mot démocratie, diversité, tolérance, république, etc., en grande partie, c'est une façade qui cache vraiment un talent de maintenir en place un système qui est déjà post-démocratique. Et beaucoup de populistes croient toujours qu'avec des élections, en allant de victoire en victoire, que tôt ou tard, il y aura enfin une victoire politique qui
leur permettra d'arriver vraiment au pouvoir et de pouvoir réformer l'État à leur image. Et je crains que ce soit une illusion très sympathique d'un certain point de vue, mais terriblement naïve, parce que je crains que les grands jours de la démocratie soient derrière nous. Je ne crois pas que ces jours-là reviendront. Une fois de plus, ce n'est pas mon utopie personnelle qui serait antidémocratique, mais plutôt cette idée que je crois que le revirement, ou plutôt les luttes futures, ça ne va plus être entre des partis politiques avec des idéologies très claires, avec des programmes de partis qui arrivent au pouvoir avec autant de pourcents et qui dès lors fournissent autant de ministres. Je crois que ça, c'est fini. Je crois que ce que nous aurons à la place, c'est ce que nous voyons déjà aux États-Unis, c'est de plus en plus de grands personnages qui viennent de l'extérieur du domaine politique, qui n'ont pas nécessairement d'idéologie très propre à eux, dont le pouvoir est basé sur le charisme, sur l'argent, sur le contrôle privé de médias et des entreprises, sur leurs liens personnels, sur le pouvoir sur l'économie, et qui, comme Trump et surtout comme Elon Musk, alors comme des nouveaux Césars, si vous voulez, arrivent en effet au pouvoir, le prennent, et que la lutte politique qui en découle serait plutôt une lutte entre ces grands individus césariens qui utiliseront finalement des références idéologiques comme un genre d'éléments pour créer une certaine adhésion populaire. Mais je ne crois pas que les gens qui adorent, par exemple, Elon Musk, le font par un programme politique. Je crois que c'est vraiment la personnalité qui les impressionne. Quelqu'un qui s'est fait lui-même, qui donne cette impression de génialité, de jeunesse, qui veut conquérir Mars, qui contrôle X, qui construit des voitures, qui fait des mèmes qui sont cool, qui est sur X. Au fond, c'est ça qui les intéresse. Et je crois que la politique future, ça va plutôt être ça, et pas nécessairement cette lutte entre système et populiste, mais plutôt entre grands personnages de ce style-là, comme à la fin de la République romaine d'ailleurs, comme entre César euh, et Pompée et Crassus et plus tard Marc-Antoine et Auguste et Lépide. Et à la fin, il y en aura un qui raflera toute la mise. Et on sera dans l'état augustéen. C'est plutôt comme ça que j'entrevois notre passé. Et c'est pour ça que je crois que le populisme classique, tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant, je ne crois pas qu'il fera beaucoup plus que ce rôle de catalyseur dont j'ai parlé. J'avais une question aussi un petit peu, personnelle. Je voulais savoir cette Europe qui est en déclin, vous êtes attaché? Vous l'aimez, vous y vivez? Vous y êtes né, vous y avez grandi? Qu'est-ce que ça vous fait à vous de la voir, mourir, déjà, comment vous le vivez? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est quelque chose que vous supportez au quotidien? Est-ce que, c'est quelque chose que vous avez accepté finalement? Vous avez fait le deuil par vos travaux, qui ont été, depuis, déjà, plusieurs années, vous travaillez sur le sujet. Comment vous vivez ça, ce déclin, de l'Europe? Oui, c'est une question, en effet, très personnelle, parce que pour moi, c'est la tragédie de ma vie, en fait. L'Europe, je m'y identifie viscéralement. Euh, je suis belge, donc je n'ai pas vraiment d'adhésion à un État-nation, même il y a une certaine identité belge, c'est vrai, mais voilà, ce n'est pas une identité nationale facile, telle qu'être français ou espagnol ou autre chose. Donc oui, mon attache civilisationnelle, elle va à l'Europe que j'aime de tout mon cœur, où aussi j'ai cette position de voir les nations européennes plutôt dans leur complémentarité que nécessairement de la manière dont laquelle ces nations s'excluent parfois. Donc moi je suis multilingue, enfin essentiellement surtout bilingue, allemand français. Donc en moi je ressens la culture allemande dans ce qu'elle a de très différente de la culture française, et vice versa, quelque part dans ma propre personne,
je maintiens, j'essaye d'équilibrer ces différences, mais mes fils grandissent par la force des choses en tant que trilingues. Eux, ils parlent polonais à l'école, donc eux, ils jonglent avec trois langues maternelles, pour ainsi dire maternelles, si on veut dire, et donc trois amours très différents vers trois groupes nationaux très 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 différents. Et pourtant, ni eux ni moi sommes des cosmopolites en fait. On est juste, en fait, j'aurais eu tout pour devenir un européiste classique qui dit ah, les États-nations ça n'existe pas, les civilisations n'existent pas, il y a juste l'individu et l'humanité, l'universalisme, les droits humains, etc. Mais pas du tout. Chez moi, c'est vraiment l'adhésion à l'Europe qui prime, c'est ma patrie spirituelle. Je m'identifie à la fois au patrimoine français et allemand, et de surcroît, évidemment, aussi à toutes les autres que je connais un peu moins bien, mais qui m'intéressent quand même beaucoup. Et donc, comme je disais, je vois ce déclin comme une tragédie, parce que ce déclin, il n'est pas juste le résultat d'une lutte maintenant économique ou politique contre un ennemi extérieur. Hein. On n'a pas une Europe unifiée qui serait maintenant en guerre avec la Chine, et puis elle perdrait cette guerre et elle décline. Non, ce déclin, comme vous l'aviez dit tantôt, il est un suicide. C'est un déclin qui en grande partie est lié au fait que à peu près tout le monde s'en fiche. Et c'est ça la véritable tragédie, d'aimer quelque chose et de se rendre compte que à peu près les 95% des gens avec lesquels je traite quotidiennement n'en ont absolument rien à faire du déclin ni de l'Europe, ni même de la France ou de la Pologne ou autre chose, mais vivent déjà dans un univers intellectuel ou culturel totalement différent. Pour moi, c'est extrêmement difficile, et donc aussi, c'est pour ça que je me cramponne peut-être un peu aussi à cette idée, au moins, d'un genre de synthèse civilisationnelle augustéenne que je vois avec beaucoup de comment dire, d'ambiguïté, parce que voilà, nous savons tous que l'empire augustéen, d'un côté, c'est un certain sommet de la civilisation gréco-romaine, de l'autre côté, c'est un État autoritaire qui met fin à une grande partie des idéaux de liberté qui jadis avaient animé la République. Donc c'est pas à prendre comme une utopie politique, mais plutôt un genre de choses sans véritable alternative. Mais donc il y a ce message-là. Et puis d'un autre côté, ce que cela me fait à moi, c'est vraiment une recherche de plus en plus, je dirais, profonde dans la spiritualité de ce qui représentait ou de ce qui représente l'Europe. Avant, comme beaucoup d'autres, j'avais une vision un peu superficielle de l'Europe, qui est un peu enfantine. Les cathédrales, la beauté de Versailles, Napoléon à cheval, les grandeurs des grandes découvertes, etc. Et c'est vrai que tout ça, et la musique classique, Bach, etc. Euh, donc, et tout ça est vraiment très beau, et tout ça est vraiment très important comme une porte d'entrée dans notre civilisation. Je crois que nous sommes tous passés par là. Mais de plus en plus, quand j'essaye de trouver les racines de ce déclin et que je le situe non pas seulement dans un domaine social, économique, familial, politique, etc., mais de plus en plus vraiment dans cette histoire centenaire qui a mené que l'Européen finalement s'est détourné de la transcendance, qui lui était accessible par le biais du christianisme, qui est la véritable âme spirituelle de l'homme européen. Et pour moi, c'est vraiment ce choix-là dont la plupart des Européens ne s'en rendent même pas compte, probablement, parce qu'ils n'ont plus accès à cette dimension-là, mais ce choix de sortir de l'unicité et de rentrer dans le multiple, de uniquement voir ce qui est seul, ce qui est matériel, ce qui est individuel, ce qui peut être comptabilisé, ce qui peut être quantifié, et de laisser de côté cette seule chose qui peut unifier le tout, c'est la transcendance. Et donc, avec les années, finalement, j'ai l'impression que aussi mes œuvres, enfin mes ouvrages, deviennent, disons, de moins en moins politiques pour devenir, à la limite, de plus en plus à la recherche quelque part
cœur spirituel de notre civilisation et de toutes les civilisations d'ailleurs, et d'essayer aussi de plus en plus de raccrocher au moins ma propre vie de nouveau à cette transcendance-là, car c'est peut-être ça le bon message à la fin de toutes ces comment dire, excursus un peu déprimant, c'est que je suis convaincu que ce choix, c'est-à-dire ce choix d'opter pour la transcendance, de la laisser de nouveau entrer dans notre vie, ou plutôt de réaliser qu'elle ne l'a jamais quittée, que elle est en nous, que notre âme immortelle est déjà le reflet de la transcendance, que cette vocation, elle est en nous, que c'est une porte qui est là, qui peut toujours être ouverte, que nous voyons juste de moins en moins parce que les médias, les écoles, les universités, le domaine politique fait tout pour encombrer cette porte essentielle, mais que cette porte, au final, elle est toujours là, elle reste ouverte pour tout le monde, elle est plus difficile à voir de nos jours qu'au Moyen Âge où toute notre civilisation criait à la tête des gens de se souvenir de cette transcendance. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, mais elle est là, elle est ouverte pour tout le monde. Et même au-delà de la civilisation européenne, nous avons la possibilité, j'en suis convaincu, de revenir en nous à Dieu. Euh, et au-delà même de notre civilisation européenne, au-delà de notre moment historique, nous avons cette responsabilité ultime pour notre propre vie. Et je crois que c'est là aussi l'un des grands crimes, pour ainsi dire, des mouvements conservateurs en Europe, c'est surtout ces dernières décennies, d'avoir plutôt accepté le vocabulaire purement matérialiste, utopiste de la gauche, qui essaye d'organiser une vie idéale maintenant, ici, dans le présent, et qui estime tout le reste comme inexistant, ben, malheureusement, les mouvements conservateurs, tout comme une grande partie de l'Église, hélas aussi, a laissé ou a délaissé la transcendance pour se focaliser uniquement sur l'aspect social, pastoral, utopique, matériel, etc. Et je crois que ça, c'est vraiment l'une des grandes erreurs du conservatisme du XXe siècle. Et je crois que là aussi, le futur d'un revirement augustéen sera basé, du moins d'une manière superficielle, sur le fait de faire rentrer de nouveau la référence à la transcendance dans le domaine politique. Merci beaucoup, David Engels. Donc j'ai adoré votre livre, évidemment. C'est un Merci. livre généreux que j'ai trouvé scientifique, très scientifique parce que c'est vrai qu'il y a énormément de données en fait. Hein. C'est pas vous le précisez au début du livre et je le précise aussi à nos auditeurs, c'est pas un cours d'histoire ce livre sur Rome ou sur l'Antiquité. C'est vraiment une comparaison rigoureuse sur Rome et enfin la chute de Rome et le déclin qu'on est en train de vivre en Europe. Et donc voilà, avec une méthode intellectuelle assez originale aussi. Je Merci. crois que c'est pas quelque chose qui se fait souvent de cette manière. Voilà, donc je sais pas, vous allez me le dire, mais je pense que c'est pas une méthode qui est souvent utilisée. Là, C'est vous sûr avez que disons que le comparatisme n'est plus très en vogue chez la plupart des historiens parce qu'il présuppose évidemment non seulement une comparaison mais aussi de points de référence communs et alors avec ça on est très vite dans un choix philosophique et qui est quelque chose que la plupart, je dirais, de mes confrères préfèrent éviter parce qu'avec cela forcément on découvre d'un certain point de vue aussi nos préférences politiques qui sont philosophiques et donc voilà, on n'aime plus trop comparer quelque part, c'est plus facile de ne pas comparer. Mais pour moi, en tout cas, faire l'histoire sans la comparaison, ça n'a pas de sens parce que voilà, si l'histoire est censée être une discipline qui nous apporte quelque chose, elle peut uniquement le faire en présupposant que le présent puisse être comparé au passé pour en faire découler aussi des conclusions sur le futur. Et à partir du moment où on dit non, il y a à peu près à chaque moment un peu tout et n'importe quoi qui peut se passer parce que l'histoire n'est pas écrite, parce qu'elle est ouverte, etc. Ben, ça sonne sympathique, mais de fait, c'est au fond aussi le suicide de l'histoire en tant que discipline. Donc, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'apport du comparatisme et que j'ai essayé dans ce petit livre de voir à quoi ça pouvait mener.
finalement que tout ce que vivait la République de Rome, en fait, ça ressemble énormément à ce que, enfin, il y a énormément de schémas qui se reproduisent aujourd'hui. C'est assez fascinant d'observer ça. Voilà, donc merci beaucoup. Vous avez Plaisir. écrit aussi d'autres ouvrages. On mettra évidemment les liens de vos réseaux sociaux pour nos auditeurs Merci. dans la description. Voilà, il y a énormément d'ouvrages que vous avez écrits. Donc il y avait Que faire, je crois. Il y avait un autre Oui. ouvrage en Europe. Euh, Voilà, il y a Défendre l'Europe civilisationnelle, il y a Renovatio Europa, et ça, c'est surtout les ouvrages, disons, qui tournent autour de questions plus européennes et identitaires en langue française. Oui, il y a un petit ouvrage sur Spengler encore, et dans quelques mois, j'espère, il y aura aussi un roman. d'accord. Une fiction. Tout à fait, oui, 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 D'accord. c'est ça. Le premier roman, on verra bien qui voudra le publier et comment ça, ce que ça donnera. Mais ça tournera exactement autour précisément des questions dont on parlait ici, juste sous forme plutôt romancée, un petit peu semi-autobiographique, un peu satirique, un peu dystopique aussi. Merci beaucoup. Et Bon, puis merci. voilà, donc n'hésitez pas aussi si vous avez aimé cet entretien à partager la vidéo et à commenter. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet entretien. Et merci beaucoup, David Engels. Ah ben, un grand merci pour l'invitation, pour la discussion. J'espère que ça plaira.